Public Sénat, France 24 et RFI présentent... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe, à un mois de la présidence française de l'Union européenne. Une présidence tournante pour les 6 premiers mois de l'année, pendant laquelle Paris aura la maîtrise de l'agenda. Et nous allons en parler avec le commissaire européen français au marché intérieur, Thierry Breton. Bonjour, vous êtes en duplex depuis votre bureau à Bruxelles, à la Commission, ancien ministre de l'économie de 2005 à 2007. Alors un mot d'abord, Monsieur Breton, si vous le voulez bien, de l'actualité. Face aux variants Omicron, les Européens adoptent dans le désordre des mesures restrictives. Est-ce qu'on est suffisamment armé pour résister? Nous sommes extraordinairement attentifs. Nous avons pour l'instant à lutter, et je le redis très clairement à nos téléspectateurs, contre la pandémie qui est essentiellement portée par ce variant Delta, qui lui s'est répandu partout sur la planète. Et là, vraiment, il n'y a qu'une seule chose à faire, je le redis, c'est se faire vacciner, se faire vacciner, se faire vacciner. Ça marche, c'est efficace, ça permet évidemment de lutter contre les effets souvent terribles de cette maladie, parfois tragique, et donc il faut se faire vacciner, y compris maintenant pour tous ceux qui sont éligibles, et on le sait depuis peu, ils sont très largement éligibles pour la 3e dose. Et ça n'exclut pas qu'on distribue en parallèle, aussi à l'étranger ces vaccins? D'abord, c'est une question qui est parfaitement légitime. Nous avons beaucoup de stocks aujourd'hui, donc on a largement ce qu'il faut pour vacciner. Nous fabriquons par ailleurs, dans l'ensemble des États membres, et nous fabriquons par ailleurs 300 millions de doses par mois en Europe de vaccins, c'est-à-dire en un mois, suffisamment pour vacciner toute la population adulte avec sa 3e dose. Donc cette question ne se pose pas comme ça. J'ai bien entendu ce qu'avait dit l'OMS, mais c'est sans doute par manque d'information de ce que nous faisons, nous en Europe. On est le premier exportateur, je le rappelle, par rapport à la fabrication de vaccins à ARN messager, le premier au monde. On exporte plus de la moitié désormais de notre fabrication, et 300 millions, c'est ce qu'il faut pour vacciner toute la population adulte. On le produit en un mois. Donc c'est faux de dire que, ce serait faux de dire que précisément, désormais, il ne faut pas vacciner cette 3e dose pour pouvoir avoir les gestes qu'il faudra avoir. C'est bien entendu donner de plus en plus de vaccins partout, et puis pouvoir, je dirais, mettre en place la logistique qui va bien pour vacciner le plus vite possible, on va dire, tout le reste de la planète, et en particulier l'Afrique, c'est si important. Pour le variant Omicron, donc là, encore une fois, on va se donner 3 semaines à peu près. On a des outils de séquençage qui fonctionnent maintenant très bien partout en Europe. Donc on sait séquencer ce variant. Il a du reste été séquencé déjà en Afrique du Sud. Donc on l'a bien identifié. S'il est plus agressif ou moins agressif que le variant Delta, on le saura dans 3 semaines. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si jamais effectivement, ce qui ne semblait pas être le cas, mais encore une fois, il faut prendre les choses avec beaucoup de précaution, les vaccins devaient être adaptés pour être efficaces contre ce nouveau variant. Non seulement on saurait le faire, mais contractuellement, avec les laboratoires qui nous fournissent ces doses, et ils se sont engagés et ils sauront le faire en moins de 100 jours. On peut le faire. Donc, un grand plan de relance européen à 750 milliards d'euros. La reprise dans l'Union européenne à nouveau freinée par une résurgence de la pandémie, la flambée des prix de l'énergie aussi. Y a-t-il un risque sérieux d'inflation tout de suite en 2022? Est-ce que d'ailleurs la Banque centrale européenne doit intervenir contre? Aujourd'hui, donc, il y a des éléments de prudence qui sont pris par les États membres, et c'est normal. Je rappelle que les politiques de santé sont à la main des États membres, donc on va voir ce qui se passe. On ne peut absolument pas dire qu'il y a un impact sur ces mesures de précaution qui se mesurent aujourd'hui sur l'économie. C'est beaucoup trop tôt pour le dire, et j'espère vivement que dès qu'on y verra clair sur la dangerosité de ce nouveau variant, on saura prendre les mesures, y compris
pris des mesures sanitaires, bien entendu, mais aussi d'accompagnement économique. Sur ce que vous indiquez, c'est-à-dire les prix de l'énergie, bien sûr, on sait que, compte tenu du fait que la reprise est beaucoup plus rapide et vigoureuse, j'allais dire, que prévu, compte tenu des tensions également que la Chine fait peser aujourd'hui en matière de demande sur les approvisionnements en énergie, mais aussi en matières premières, mais aussi en matières premières critiques, on est aujourd'hui en face d'une inflation. Alors Thierry Breton, nous avons à France 24, avec France Télévisions et Radio France, commandé un sondage exclusif sur le sentiment européen des Français avec des résultats assez inattendus. Ces Français sont d'abord très pessimistes sur la situation économique qui se dégradera selon 1 Français sur 2 et s'améliorera à peine pour 1 sur 3. Et paradoxalement, ils sont aussi convaincus que l'Union européenne reste une chance économique pour la France à 50%. Alors je vais d'abord répondre à la deuxième partie de votre du sondage que vous nous dévoilez à l'instant, à savoir que les Français sont majoritairement pro-européens. Je dois dire que partout, on a un sentiment qui est majoritairement européen désormais, alors que, vous le savez, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, ce que nous avons vécu, hélas, avec nos amis britanniques à travers le Brexit, ne se reproduirait plus en Europe. Et c'est sans doute parce que la crise a été bien gérée. C'est le sentiment maintenant partout partagé en Europe, à savoir qu'on est le premier continent en matière de fabrication de vaccins ARN messager. On est le premier continent vacciné, celui qui est le plus vacciné, à 76% de la population, devant les États-Unis, devant la Chine, devant tout le monde. On est également le premier continent en matière d'exportation de vaccins, et notamment ARN messager. On a vacciné plus de 100 pays. Donc tout ça est bien, je crois, intégré dans l'esprit de nos concitoyens européens. Mais il y a aussi le fait que nous avons su réagir très vite avec le plan de relance Next Generation EU, vous y aviez référence, les 750 milliards que nous avons mutualisés pour aider en priorité les États qui en avaient le plus besoin. Vous avez raison. Donc aujourd'hui, ce sentiment vraiment d'appartenance à un continent, notamment dans le choc qui s'annonce entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre, c'est quelque chose qui est perçu. En revanche, en ce qui concerne le sentiment économique, et je finis sur la première partie de votre question, c'est vrai qu'il y a à la fois ce sentiment qu'on a été très soutenu par les États, notamment en France, par l'État français, mais que maintenant, évidemment, il y a ce retour à la normale, donc des interrogations, y compris sur l'inflation, qui sont légitimes, on en a parlé. Je crois qu'il ne faut pas du tout s'alarmer. La croissance est très forte, elle est plus forte que jamais, le chômage est au plus bas. Donc les indicateurs sont quand même moins sombres peut-être que les Français ne le perçoivent. On attend beaucoup de l'Union européenne, mais je le disais, finalement, il y a un certain nombre de manquements de l'Union européenne, et en particulier, les Français lui reprochent son manque de solidarité. Si on regarde ces chiffres sur la solidarité, eh bien, les pays de l'Union européenne dans les mois qui viennent devront-ils être plus solidaires ? 61% répondent oui, et donc ils estiment qu'en fait on n'est pas assez solidaire, ce qui veut aussi dire que des pays de l'Est comme la Pologne, la Hongrie, qui jouent leur partition sur les réfugiés, sur les valeurs, le droit des minorités, etc., et à qui on veut aussi couper les vivres, ça pose un problème de solidarité. Je pense que d'abord l'Europe a démontré, je l'ai dit, et sur le plan de relance, et sur les vaccins, et sur une façon générale sur la façon de traiter la pandémie, qu'elle savait être solidaire. Même si au début c'est vrai qu'on a démarré un peu chacun dans son coin. Très vite, la solidarité a massivement pris le dessus, et on en est là aujourd'hui précisément grâce à la solidarité européenne. Alors que les Français veuillent plus de solidarité, je les rejoins. Je pense qu'effectivement, l'Europe, c'est un projet qui est bâti sur l'état de droit, on va y revenir dans un instant, et aussi sur plus de solidarité. L'état de droit, c'est ce qui nous unit, c'est le socle de valeurs communes. C'est ce socle de valeurs, du reste, qui a fait que tous les pays, les uns après les autres, ont rejoint l'Union européenne. C'est ce qui nous désunit pas mal en ce moment, monsieur le commissaire, avec l'Est de l'Europe. Ça nous désunit plutôt, on dirait, hein.
Oui, bien sûr, mais encore une fois, je le redis, lorsqu'un pays rejoint l'Union européenne, il le rejoint en toute connaissance de cause. Les peuples, du reste, votent la plupart du temps, c'est même le cas où le Parlement, bien, enfin, c'est les peuples, notamment si on parle de la Pologne, c'est un référendum, on a un référendum, le peuple vote, il sait exactement pourquoi il vote, il sait quelles sont les valeurs qui seront les valeurs partagées, y compris du reste la prééminence de telle cour de justice par rapport à telle autre. Tout ceci est inscrit dans les traités, et donc personne n'est pris non seulement en surprise, mais tout le monde le sait. Alors maintenant, qu'il feuille effectivement que la Commission, qui est la gardienne des traités, eh bien, fasse en sorte que, en fonction des élections qui ont lieu, je rappelle, il y a des élections tous les 6 mois en Europe, on est 27, eh bien, si jamais il y avait un régime, un gouvernement qui voulait s'en éloigner, la Commission est la gardienne des traités. Lorsque les peuples ont rejoint le projet européen, ils ont donné mandat à la Commission de veiller précisément à ce que ces valeurs soient respectées. C'est ce qu'on fait. Et je vais vous dire de façon très simple, je n'ai pas de doute que, bien sûr, on fera appliquer les règles d'état de droit, y compris dans les États qui voudraient, je dirais, s'en échapper un petit peu. Y compris en leur coupant leurs subventions. Donc, vous êtes parmi les personnalités, bonne nouvelle pour vous, européennes, les plus connues. Les Français vous connaissent et savent ce que vous faites à 50%, juste derrière Michel Barnier, qui est l'ex-négociateur, mais aussi le candidat à la présidentielle des Républicains. Et devant votre patronne Ursula von der Leyen, connue à 45%. Loin derrière vous, il y a Charles Michel, le président du Conseil européen, à 24%, et le chef de la diplomatie à 14% seulement. Comment est-ce que vous comprenez ces chiffres ? C'est une satisfaction pour moi qu'à plus de 50%, mes compatriotes savent désormais que je suis le commissaire français au sein de la Commission européenne qui se bat évidemment pour l'Europe et qui n'oublie pas qu'il est français, bien entendu. Voilà, 50% c'est bien, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Alors justement, la présidence française de l'Union européenne, ça sera aussi l'occasion au premier semestre de faire un peu de pédagogie sur l'Union européenne. Elle insiste beaucoup, cette présidence française, en particulier sur la question de la défense européenne. Et elle paraît prégnante, cette question, avec l'actualité, une actualité forte à l'est de l'Europe, des inquiétudes sur l'Ukraine avec les Russes qui mobilisent. Oui, vous savez que je suis aussi le commissaire à la défense, dans le large portefeuille dont j'ai la charge. C'est un sujet qui est extrêmement important pour moi, évidemment, en tant que commissaire à la défense, pour la France aussi, et d'une façon générale pour l'Europe. L'Europe de la défense, c'est un projet absolument essentiel. Il se construit pas à pas. Tous les États membres ont une histoire propre par rapport à la défense, leur histoire. Donc il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'écouter, mais aussi il faut savoir avoir une vision, c'est celle que je porte évidemment dans ma qualité de commissaire à la défense, pour faire en sorte qu'on puisse trouver des voies pour arriver ensemble. Vous faisiez allusion de ce qui se passe notamment à nos frontières. On l'a vu avec des nouvelles menaces, qui sont des menaces qu'on qualifie de hybrides, notamment ce qui s'est passé à la frontière biélorusse entre la Pologne, la Lituanie et la Lettonie. Tous les jours, l'Europe est attaquée. L'Europe est un très grand projet. L'Europe, je vais vous dire comme je le pense, l'Europe fait envie aussi à nos voisins qui sont à nos portes. Il faut le comprendre, il faut le respecter. Nous sommes un très grand continent en mouvement avec un projet. Donc voilà, il faut aussi qu'on sache se défendre. C'est dans nos responsabilités qui est à la hauteur de ce que nous sommes. Donc oui, bien sûr, il faudra plus de défense. Bien sûr, il faut plus de coordination. Aujourd'hui, l'ensemble des budgets de la défense européenne, c'est 4 fois le budget russe. C'est l'équivalent du budget chinois. Donc évidemment, mon rôle à moi, c'est de faire en sorte qu'on harmonise de plus en plus ces dépenses de défense, qu'on puisse les rendre de plus en plus interopérables et qu'on puisse investir aussi dans les technologies de l'avenir, notamment en matière de cybersécurité, où là, il faut vraiment faire des efforts en commun, mais aussi pour protéger l'espace. L'espace est un domaine qui est, on appelle un domaine contesté. Il faut se donner les moyens aussi d'intervenir et d'avoir une défense spatiale au niveau européen. C'est 2 projets que je pousse et qui seront, je sais, repris de façon assez forte pendant la présidence française. Monsieur le commissaire, vous serez heureux d'apprendre que les Français voient un avenir meilleur dans nos démocraties, quand on regarde dans le monde ce qui se passe, que dans des régimes autoritaires. Ils ont en fait très peu d'appétence pour vivre en Chine ou en Russie, moins de 30%, avec d'ailleurs un score similairement bas au Royaume-Uni de Boris Johnson. Alors on est en conflit permanent avec les Britanniques, en particulier les Français, post-Brexit. Leur avenir est-il
compromis comme ont l'air de le penser nos concitoyens? Ce projet du 21e siècle, qui est le seul à correspondre encore une fois à cette planète géopolitique et continentale qui sera la planète du 21e siècle, ceux qui s'en extraient, à mon avis, on le pense, moi je le pense, je l'ai dit plus et je le redis aujourd'hui, ont commis une erreur historique. Alors que ce soit évidemment les gouvernants très bien, malheureusement maintenant c'est les peuples qui vont payer. On le voit du reste tous les jours en Grande-Bretagne, il ne faut pas être un grand clerc pour voir que la situation est incommensurablement moins bonne après le Brexit qu'avant. C'est pas moi qui le dis du reste, c'est la Cour des comptes britannique qui dit que le Brexit va coûter 2 fois plus cher. Rendez-vous compte, 2 fois plus cher aux contribuables britanniques que la seule pandémie. Donc bon, oui, nous, on n'arrive pas à leur faire respecter les traités, ni sur la pêche, ni sur l'Irlande du Nord. On arrive à faire respecter les traités qu'on a signés avec eux, cela dit. On n'est pas en très bon terme non plus. Oui, mais pardon de le dire comme cela, mais ces traités, ils ont été négociés pendant 4 ans. Les Britanniques sont connus pour être des fins négociateurs. Ils savent très bien ce qu'ils ont traité. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a de la mauvaise foi. Moi, je le vois de là où je suis. Il y a de la mauvaise foi. Voilà, il faut se préparer à ce que de toute façon, une fois que on aura réglé, je ne doute pas qu'on va régler la pêche, parce qu'au fond, l'Europe est dans son bon droit, là. Donc, très bien. Donc, s'il y a des petits ajustements, il faut que les 2 parties puissent les faire. Et puis voilà, je pense que tant que le gouvernement du Premier ministre actuel sera en place, après la pêche, il y aura autre chose. C'est une sorte de business model, comme on dit. On y est prêt, on le prend pour ce que c'est, et à la fin, on fait confiance quand même au peuple britannique. Pour cette présidence française de l'Union européenne, premier semestre 2022, quels sont les objectifs à atteindre pour une bonne présidence? Il y a beaucoup d'actes législatifs très importants qui vont être finalisés au cours de la présidence française. Je pense en particulier à ces 2 actes législatifs, le DSA et le DMA, qui sont des premières mondiales et qui vont nous permettre d'organiser notre espace numérique, notre espace informationnel. Vous savez que c'est un projet sur lequel je me suis plongé, j'allais dire, dès le premier jour de mon mandat à la Commission européenne. C'est sans doute, certains le disent, c'est ce que disent les députés du Parlement, le projet le plus important depuis 10 ou 20 ans. Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Thierry Breton. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, direction Strasbourg pour parler d'une politique européenne adoptée récemment qui fait débat, la politique agricole commune. On rejoint nos députés européens sur ce thème dans quelques minutes. Bienvenue à Strasbourg pour se pencher sur nos assiettes et notre modèle agricole. La nouvelle politique agricole commune vient d'être adoptée assez largement après 3 ans de négociations pour la période 2023 à 2027. Ce sont 386 milliards d'euros qui vont soutenir les 6 millions d'agriculteurs européens. Mais ces réformes sont critiquées pour leur manque d'ambition environnementale, incompatible avec les objectifs du Green Deal selon les écologistes. Alors, nouveauté de taille tout de même, chaque État membre devrait pouvoir décider lui-même de la répartition de l'argent sur son territoire. Certains y voient d'ailleurs une renationalisation de cette politique où chacun pourrait choisir les bonnes pratiques de son côté sans réel contrôle, les États impulsant du coup des changements à minima. Alors comment dès lors rendre les États membres responsables et mesurer l'impact en termes d'empreinte carbone et de biodiversité des actions décrites dans les plans PAC nationaux? La question n'est toujours pas tranchée. Alors pour débattre de bonnes intentions et actions concrètes de cette politique communautaire qui représente 40% du budget européen, Anna de Pernay-Grunenberg, bonjour. Vous êtes eurodéputée allemande, Les Verts. Et face à vous, Anne Sander, eurodéputée française du PPE. La PAC, la politique agricole commune, a recueilli 452 voix pour et 178 voix contre. Vous n'avez pas voté dans le même sens. Anne Sander, vous avez voté pour la nouvelle PAC. Pourquoi ? Écoutez, j'ai voté pour cette nouvelle PAC qui certes n'est pas parfaite, mais c'est néanmoins une PAC qui permet de concilier une ambition environnementale qui est forte et qui est marquée, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, puisque aujourd'hui, en gros, 90% des financements de cette PAC seront liés
à des mesures environnementales. Dans la PAC précédente, on était aux alentours de 30%, même un peu moins. Et en même temps, cette PAC, en plus d'être environnementale, eh bien, c'est une PAC qui est économique. Et c'était là ma préoccupation principale. Cet équilibre. Veiller à avoir les deux. L'économique est important parce que si nous n'arrivons pas à garder des agriculteurs dans nos territoires, eh bien, c'est une forme de décroissance totale qui s'installe pour notre alimentation, pour l'alimentation européenne, mais aussi pour la vie des territoires et en particulier des territoires ruraux. Parce que quand vous avez des agriculteurs, vous avez de l'emploi, vous avez une vie dans les territoires, vous avez très souvent aussi des entreprises qui transforment les productions qui sont dans ces territoires ruraux. Vous avez des enfants, vous avez des écoles, des familles. Donc les deux sont profondément liés. Alors pas du tout écologique pour vous, hein, cette PAC pour la verte que vous êtes. Vous avez d'ailleurs voté contre. Et d'un certain point de vue, vous pensez qu'il valait mieux ne pas du tout s'entendre sur une future PAC plutôt que celle-là? Nous avons essayé. Alors, nous étions bien sûr dans les négociations pendant plus de 3 ans. Il y a un enjeu climatique et un enjeu de la sauvegarde du vivant. Et cette PAC, et c'est vraiment un pacte énorme d'argent du contribuable qu'on met dans un système qui n'a pas changé. Donc en fait, les grandes lignes, qu'il y a beaucoup d'argent qui vont être mis par surface, peu importe ce que je fais sur ma surface, restent. Bien sûr, il y a des nouvelles méthodes, mais on le sait, elles ne sont pas du tout à la hauteur des ambitions que nous avons aujourd'hui. Donc en fait, le problème, c'est que nous voyons, on va verser de l'argent dans les pays membres qui vont faire des plans nationaux, qui vont peut-être pouvoir rattraper, mais on a toujours de l'argent du contribuable qui va aller vers les grandes entreprises qui utilisent les engrais de synthèse, les pesticides. Il n'y a pas vraiment de changement, ou même quasiment pas de changement obligatoire par rapport à la façon dont on traite les animaux. Donc en fait, nous ne sommes pas du tout à la page par rapport au Green Deal, par rapport à la sauvegarde du vivant, de la biodiversité et aussi de l'impact écologique de l'agriculture. Donc en fait, c'est beaucoup d'argent remis dans l'ancien système et ça va durer pendant 7 ans, 50 milliards, plus de 50 milliards d'euros par an dans l'ancien système. Nous, on dit, c'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Anne Sander, vous avez salué une nouvelle PAC équilibrée avec une nouveauté, la création des éco-régimes, soit la mise en place d'aides aux agriculteurs distribuées selon des critères environnementaux. Est-ce que ces éco-régimes, cela va suffire à verdir notre politique agricole commune? Bien sûr que ça va verdir la politique agricole commune parce que déjà sur les aides de base, en dehors des éco-régimes, eh bien les aides de base, pour pouvoir les toucher, les agriculteurs vont devoir faire des efforts et respecter des normes environnementales en particulier. Mais les agriculteurs, s'ils veulent bénéficier de ces éco-régimes, ils vont devoir faire des efforts supplémentaires. Alors pour les agriculteurs qui ces dernières années ont été impactés par des conditions climatiques, des conditions sanitaires difficiles, par une réglementation aussi très très lourde, sans parler de la crise du Covid, eh bien, pour ces agriculteurs qui ont fait déjà beaucoup d'efforts pour faire évoluer leurs pratiques, là encore, on va leur demander beaucoup d'efforts supplémentaires. Il y a 70% en France des exploitations qui vont de toute façon rentrer dans ces critères. Donc, ça ne sera pas tellement supplémentaire. Elles vont rentrer parce qu'elles font des efforts. Sinon, elles ne rentreraient pas dans ces critères. Et dans le deuxième pilier de la politique agricole commune, là aussi, 35% des financements sont liés à des mesures vertes. Alors, allez sur le terrain, rencontrer les agriculteurs à qui on va dire, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez bénéficier des éco-régimes, il va falloir laisser des surfaces sans produire sur ces surfaces. C'est quand même particulièrement rude pour le monde agricole et il faut reconnaître ces efforts qui ont été faits. Alors, est-ce que vous trouvez que les États, finalement, membres vont dire les éco-régimes, ça sera ça et ça et ça, et en fait reproduire le schéma d'antan. D'ailleurs que ça ne va pas être très favorable aux pratiques les plus vertes, je pense au bio par exemple. C'est justement le problème. Alors, bien sûr, on peut avoir certains États membres qui vont peut-être avoir le courage d'être contre les grandes structures de l'agro-industriel et qui vont dire on va vraiment
vraiment mettre les éco-régimes dans ce sens-là. Le truc, c'est qu'on a laissé vraiment ouvert aux États membres et nous avons des définitions comme le carbon farming, le digital farming, où il faut un peu mettre un programme ordinateur sur une de ces applications et on est de nouveau dans l'éco-régime qui n'est pas 100% sûr que ça va vraiment aider la nature. Donc en fait, notre critique à nous, c'est vraiment, au lieu d'aider les agriculteurs, les agricultrices sur place, d'avoir un plan très concret, sociétal, avec les consommateurs, on veut aller où? C'est quoi vraiment les problèmes de l'agriculture et comment on peut vous aider avec de l'argent concret par rapport à ce que vous faites sur le terrain à vous aider? On remet en fait une charge administrative énorme, on met des buts qui ne sont pas très clairs et on met en fait un grand échappatoire aux États membres qui peuvent un peu retraduire en fait ce qu'ils veulent dans le sens où ils veulent et c'est pas sûr du tout que ça aide l'écologie. Donc en fait c'est énormément d'argent pour très peu de bénéfices. On a la Cour des comptes qui nous a certifié que l'ancienne PAC elle avait vraiment loupé sa ligne de mire et maintenant on refait quasiment la même chose un peu avec des nouveaux mots mais pas vraiment avec du nouveau contenu. Alors justement on va quand même expliquer que les États membres ont insisté depuis 3 ans pour garder la mainmise sur la définition des meilleures pratiques et de la mise en œuvre de la politique agricole commune. Ça, c'est une nouveauté. Est-ce que du coup, vous craignez que d'un État à l'autre, les réponses soient très différentes et que certains États, clairement, ne jouent pas le jeu? Exactement, et on le sait, déjà, on a déjà certains États qui vont Lesquels dire, on a certains pays de l'Est, on sait très bien, on a des très grandes structures, on a même des gens qui sont dans le pouvoir et qui récupèrent l'argent alors que c'est pas du tout fait pour eux. L'argent de la PAC devrait aider les agriculteurs, les agricultrices sur place à changer leurs pratiques parce que c'est quand même un peu déplorable. On les a mis dans cette route, en fait, dans cette aventure de produire de plus en plus avec de plus en plus de chimie et des grandes machines. Les gens, bien sûr, se sont endettés et on pensait que c'était ça qu'il fallait faire. Et maintenant, nous voyons, il faudrait faire une transition vers du plus durable et du plus écologique, mais au lieu de les aider à changer un peu, eh bien, on leur... Alors, Anne Sander, elle pointe aussi du doigt, en effet, des oligarques à l'est de l'Europe en particulier. On sait bien, hongrois, tchèques, qui sont d'ailleurs populistes anti-européens, qui ont capté pour des entreprises agricoles des subventions européennes et à la tête des États, est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir continuer justement à décider de le faire parce qu'ils vont avoir des définitions qui les arrangent bien? Ça a été tout notre combat justement d'éviter que ça puisse se faire. Et la Commission voulait mettre en place un nouveau modèle de mise en œuvre basé uniquement sur les performances. Et je dois dire, nous sommes battus, nous, ma famille politique, et je regrette parce que les Verts ne nous ont jamais soutenus dans ce combat pour faire en sorte qu'on puisse continuer, au niveau européen, qu'on puisse bien vérifier la conformité des pratiques des États membres dans la distribution des aides. Alors aujourd'hui, notre garantie, c'est que la Commission va approuver les choix qui sont faits par les États membres. Mais nous nous étions battus pour faire en sorte qu'au niveau européen, on puisse davantage contrôler ce que font les États membres et les Verts s'y sont opposés pendant toute la durée des négociations. Néanmoins, nous avons obtenu un certain nombre de garanties parce que c'est vrai que dans certains pays, il y a des dérives. Ce n'est pas le cas en France parce que la taille des exploitations en France, on ne peut pas dire que quand on est à une moyenne d'une soixantaine de hectares par exploitation agricole, on ne peut pas dire que ce sont des méga structures. Dans les pays de l'Est, c'est différent. On parle de milliers de hectares et on a effectivement de l'argent qui a été mal utilisé. Nous avons obtenu, dans le cadre de cette PAC, plus de transparence. Donc la Commission européenne va mettre en place des outils pour croiser des données et pour éviter justement qu'il puisse y avoir des fraudes. On va aussi mettre en place un outil pour pouvoir retracer les bénéficiaires des financements de la PAC et notamment pour remonter la chaîne. Vous savez, lorsqu'il y a des grands groupes qui touchent indirectement de l'argent. La distribution, la grande distribution, et là, vous parlez notamment des outils de contrôle. On s'est battu pour que l'argent aille bien aux agriculteurs, à ceux qui exploitent. Je voudrais qu'on revienne sur les outils de contrôle. Très concrètement, la stratégie du Green Deal prévoit une réduction de 50% des pesticides, de 20% des engrais de synthèse et de 25% de la surface agricole. Et que 25% de la surface agricole européenne soit certifiée en bio à l'horizon 2030. Très concrètement,
comment on contrôle que les États membres et que les agriculteurs dans les États membres atteignent ces objectifs? Comment on contrôle? C'est quoi ils sont suffisants, les outils de contrôle? Justement, ils ne sont absolument pas dedans. On a vraiment, dans notre stratégie de la ferme à la fourchette et dans le Green Deal, on a des objectifs très concrets. Et ensuite, quand on regarde la PAC, qui va quand même maintenant définir ce qu'on va faire dans les 7 prochaines années, on n'a pas du tout les mêmes buts, on n'a pas du tout le même niveau d'ambition. Donc en fait, c'est vraiment, on a, comme si on avait dans l'Union européenne 2 discours complètement différents. On se met des buts au niveau du climat et au niveau de la biodiversité, et on fait une gap complètement, une PAC par exemple, complètement différente. Et c'est ça vraiment notre grande critique. On n'a pas mis les deux ensemble en se disant comment on va prendre l'argent pour vraiment transformer ce secteur en profondeur, comment on va aller à l'encontre de cette grande concurrence avec aussi ce que fait la grande distribution. Alors c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qu'il faut changer pour La vous? priorité, c'est bien sûr, c'est de mettre une date concrète quand les agriculteurs doivent sortir, par exemple, des engrais de synthèse, quand ils doivent sortir des pesticides. Dans le Green Deal, c'est horizon 2030. Enfin, les et voilà, et c'est pas dans la PAC. Alors comment on va y arriver en 27, en 3 ans? Après, on va y arriver. Réponse là-dessus, Madame Sander. Moi, je trouve que ce qui a été fait avec le Green Deal, on s'est fixé des objectifs, mais des objectifs de manière totalement arbitraire. Parce que nous avons des objectifs. Donc la PAC n'y répond pas. 25% d'agriculture biologique, par exemple. Aujourd'hui, on doit être à un niveau de 8%. Et encore, on n'arrive pas à écouler la production. On remet l'agriculture biologique dans le conventionnel parce que derrière, il n'y a pas un marché. Donc moi, je veux bien qu'on se fixe tous les objectifs. Non. Mais si on ne se donne pas les moyens de voir si ces objectifs sont pragmatiques, comment est-ce qu'on peut les atteindre? Ça n'a aucun sens. Donc moi, je suis très pragmatique. Les 25% de bio, alors qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dépasser les 10 ou les 15%, qu'il n'y a pas de demande en face, parce qu'il faut se dire aussi que produire, comme on dit, plus vert, alors, réponse là-dessus. On a compris le qu'il y avait... risque, c'est que la production européenne, si on est trop exigeant, eh bien, se délocalise. Et puis, il faut penser aussi au dumping des autres pays. Alors, j'aimerais d'abord répondre sur cette histoire de demande. Si on sait que l'agriculture écologique, biologique, c'est l'avenir, c'est là, on ne veut plus avoir d'engrais de synthèse, on ne veut plus de chimie dans notre alimentation. On veut aller vers une agriculture beaucoup plus saine pour tout le monde, pour la planète et pour l'être humain. Pourquoi la main publique dans les hôpitaux, dans les écoles, dans toutes ces institutions ne fait pas de la cuisine bio? Il y aurait de la demande. Il faut bien sûr un effort commun. Moi, je sais que dans les structures du sud de l'Allemagne, on a voulu passer au bio. On n'avait pas assez de bio sur le marché. Alors bien sûr, il faut un effort commun de dire c'est ça où on veut aller. Mais si d'un côté on dit ah mais la PAC, on n'est pas prêt de le faire parce que les agriculteurs ils n'ont pas envie et parce que c'est trop difficile, et le Green Deal on l'a mis sur le papier mais on ne veut pas l'atteindre vraiment, c'est pas conséquent. Mais on s'est dit et on sait que c'est une nécessité de passer vers le plus de biologie. On ne peut pas dire que les agriculteurs ne veulent pas. Alors justement, il faut les aider, il faut les accompagner, sauf que là il n'y a pas de financement, il n'y a pas de demande. Vous parlez des hôpitaux, bien sûr, mais pour l'hôpital aujourd'hui, quand je vois l'état des hôpitaux en France, où nous manquons terriblement de soignants, on ne peut pas dire aux hôpitaux aujourd'hui, bien sûr qu'il faudrait qu'ils le fassent, eh bien c'est qu'ils changent leurs demandes. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, les consommateurs ont des gros problèmes de pouvoir d'achat. Et donc, si on augmente le prix pour les consommateurs, ils vont aller s'approvisionner à l'extérieur du monde. Toute dernière question, très rapidement. Est-ce qu'avec cette nouvelle PAC, on sera dans les clous pour justement la neutralité carbone que réclame l'Union européenne? Et justement non, et c'est pour ça que nous étions obligés, malheureusement, après 3 ans de débat, de voter contre. Moi, je crois que la PAC, c'est un très bel outil pour aller beaucoup plus loin. Et moi, je voudrais saluer toutes les innovations et tous les efforts qui sont faits par les agriculteurs. Mais pour la neutralité carbone, les agriculteurs aussi seront au rendez-vous? Mais bien sûr, parce que l'agriculture, forcément, fera partie de la solution. L'agriculture, aujourd'hui déjà, à travers ses pratiques, capte du carbone. Donc ça va monter en puissance. Ils vont développer aussi de plus en plus les énergies renouvelables. Dans mon territoire, dans l'Est de la France, beaucoup d'initiatives sont lancées et le monde agricole est partie prenante. Rendez-vous dans 7 ans pour savoir si effectivement les efforts de la PAC ont payé. Et d'ici là, eh bien, vous restez sur nos antennes pour la suite des programmes. Merci à vous.